Alors guys, au programme du jour, nous allons bien sûr parler de l'incontournable Ten Hag, Murtough, Amad Diallo et le retour de certains blessés. Alors guys, commençons par le cas Amad Diallo. Hier soir, Amad Diallo s'est désabonné de tous les réseaux sociaux, donc y compris tout ce qui le relie à Manchester United. Et là, tout d'un coup, les médias ont commencé à s'enflammer. Ils ont voulu trouver une petite brèche en disant que il y a forcément une anguille sous roche. Lui et Ten Hag se sont brouillés, c'est chaud, Ten Hag fait du favoritisme, patati patata. Chose qui est fort probable, mais tout de suite, Amad Diallo est revenu sur le cas en disant qu'en fait, c'est simplement par rapport au Ramadan. C'est un mois béni, un mois dans lequel il aimerait se concentrer sur sa religion, un mois sur lequel il aimerait se recentrer sur lui-même et sur sa foi. Donc, en fait, même si moi, je suis là, je critique souvent donc Ten Hag, ses choix, mais il y a quand même un point qu'il faut souligner. Dès le premier jour où il est arrivé, les journalistes anglais ne lui ont laissé aucune chance. Ils ont voulu dès le début. Donc, en fait, la moindre petite erreur de Ten Hag se paye cash. Donc, alors, tout de suite. Maintenant, c'est possible, comme je disais, parce que le cas Amad Diallo, pour moi, il mérite de poser quelques questions. C'est un peu comme le cas Ben Yedder. Ça, c'est le petit défaut. L'un des défauts, en tout cas, de Ten Hag. Son côté favoritisme. Et si on prend l'exemple de Mason Mount, je sais qu'il y en a plein qui se disent que ouais, Mason Mount, c'est l'arnaque du siècle, il est absent depuis 3 mois, 4 mois. Mais les gars, je vais vous poser une question et j'espère que vous allez pouvoir répondre sincèrement de façon le plus honnête possible. Admettons que Mason Mount soit là actuellement. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il va prendre la place de Bruno Fernandes lors d'un match? Une seule seconde. Pourtant, on le voit, hein, les gars. On voit Bruno Fernandes, il est cramé. Parfois, en fin de match, il est là. Il ne sort jamais. Ça, c'est le côté favoritisme de Ten Hag. Donc, Amad Diallo, on revient un peu sur le cas Sancho, c'est possible. Je pense que même s'il ne l'a pas encore exprimé de façon publique, clairement qu'il est frustré. Parce que je suis désolé d'aller encore me dire que oui, j'ai vu certaines personnes me dire que ouais, Amad Diallo n'a pas prouvé. Mais les gars, vous voulez qu'il prouve quoi? Sincèrement, je pose la question. Qu'est-ce que vous voulez qu'il prouve en 4 minutes, en 3 minutes? Par contre, Ballon d'Or 2025, qui est revenu aux dernières nouvelles en disant que oui, il comprend pourquoi il a perdu sa place et qu'il va se battre pour récupérer sa place. Ce tocard-là, les gars, dois-je rappeler les stats? On dit Lucky Luke qui aurait plus vite que son ombre. Ballon d'Or 2025, il est plus nul que son ombre. Il est nul. Mais la question, c'est pourquoi ce Ballon d'Or 2025 il joue? Pourquoi il joue? Vous allez me dire, même si c'est 3 minutes, 4 minutes, c'est quand même 4 minutes en plus qu'Amad Diallo n'a pas. Donc même si Amad Diallo a vite démenti ce qui se dit dans la presse, on peut y arriver rapidement à cette conclusion. Donc là, bien sûr, je dirais que ce sont les journalistes qui ont essayé de monter la combine, mais on peut y arriver rapidement à cette conclusion. Amad Diallo ne joue pas, guys. Et pour ceux qui disent que ouais, il n'a pas prouvé, vous voulez qu'il prouve comment? Pour ceux qui back up Bruno joue tous les matchs. Donc c'est normal, on l'a vu, revu 90 minutes pendant je sais pas combien de temps. C'est pas sur 2 minutes, 3 minutes que vous allez avoir une idée sur un joueur. Je ne pense pas. Ensuite, guys, nous allons parler de Murtough, le tocard de service. Bibi, le plus gros tocard de tous les temps. Bibi, Murtough, en question, a été aperçu récemment à Barcelone en train de discuter avec Deco. Alors, tout de suite, la flamme, on s'est demandé pourquoi. Est-ce pour le cas Greenwood, parce qu'on avait révélé récemment que Greenwood était dans les petits papiers de Barcelone. Mais Fabrizio Romano est venu juste après en disant qu'en fait, Barcelone a d'autres priorités. Donc forcément,
ça ne sera pas forcément Greenwood. On a vu Murtough parler avec Deco, donc l'un des directeurs footballistiques de Barcelone, et on l'a vu aussi à Madrid. C'était pas avec le Real de Madrid, mais c'était avec l'Atlético. Alors, la question c'est pourquoi? Si ce n'est pas pour Greenwood, il y en a qui disent que c'est peut-être pour le cas De Jong. En réalité, c'est juste que Ineos, Jean-Claude Blanc, Bresford, et ensuite, ont un peu tiré les oreilles à Murtough. Parce que d'habitude, qu'est-ce que Murtough il fait? Murtough, il est trop fort. Il est trop fort, Murtough. La plupart, quand on le voit voyager, la plupart du temps, quand on le voit voyager, Murtough, c'est quand nous arrivons en fin de saison, juin, juillet. Et donc, ce guignol, maintenant qu'il veut sauver sa place, tout de suite, il a commencé à s'activer. On le voit à Barcelone, on le voit à Madrid, genre le mec... c'est comme le mec, vous avez une société, et dans chaque société, il y a toujours ce profil. Toujours. C'est le profil qui ne fout rien. Il est là toujours en train de glander et il bouffe son salaire propre. Il ne fait rien. Nada. Mais quand il se sent sous les projecteurs, quand il sent qu'il est menacé, quand il sent qu'il va avoir une évaluation, et alors là, c'est le premier de la classe. C'est le premier de la classe. C'est le mec qui va venir faire le surplus alors que d'habitude, il ne fait rien. C'est juste quelqu'un qui va vouloir bien se faire voir. En parlant de Murtough, là, il se dit que peut-être, on parle de Dan Ashworth, on va y revenir juste après, il se dit que peut-être il y a un coup à jouer, donc je vais leur montrer que moi je suis un bosseur. Gars, tu es dans le club depuis 2013. Certains, tellement tu étais invisible, tellement tu étais inexistant, certains pensaient que tu étais arrivé en 2019, 2020, alors que tu es là depuis 2013. Seulement tu servais à rien. Alors maintenant, tu vas commencer à t'activer, commencer à parler avec... selon mon intuition, c'est parce que il veut faire croire que genre, ouais, il est en train de bosser. Parce que bon, je ne vois pas en réalité quel contact nous avons avec l'Atlético de Madrid. Est-ce qu'on veut l'un de leurs joueurs? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils veulent l'un de nos joueurs? Je ne pense pas non plus. Barcelone, le cas évident, c'était Greenwood, mais bon, Fabrizio Romano l'a démenti. Donc, pourquoi? C'est juste histoire de... Et en plus, le mec, il est stratégique, hein, bien sûr. Il va aller dans des endroits stratégiques pour qu'on puisse prendre la pause, prendre la photo pour qu'on dise « Ah, les gars, on a vu Murtough avec Deco. Ah, les gars, on a vu Murtough avec le directeur sportif de l'Atlético de Madrid. » Espèce de gros tocard. T'as mis up. Prends tes clics et t'éclates. Dégage. Par ici la sortie. Et enfin, nous allons venir sur le cas Ten Hag. Celle-ci, je pense qu'elle va faire plaisir aux pro Ten Hag. D'ailleurs, les gars, honnêtement, je vous félicite. Je vous remercie également. Il y en a plein parmi vous. Hein. Vous êtes des fervents supporters, défenseurs de Ten Hag. Et sincèrement, moi, je respecte. Peut-être qu'on n'a pas forcément le même point de vue, mais je respecte. Je sais plus c'était qui, mais il m'a envoyé 2 commentaires. Mais j'ai aimé les commentaires. Sincèrement, c'était 2 pavés. Franchement, je les ai lus et j'ai aimé. D'ailleurs, je lui ai dit ça d'ailleurs en commentaire. Donc franchement, les gars, big up à vous tous. Hein. Honnêtement, même si on n'a pas forcément la même vision, on n'est pas sincèrement sur la même longueur d'onde, j'apprécie votre comment vous défendez votre coach, sincèrement. Enfin, notre coach, pardon. Donc, pour revenir à Ten Hag, les choses se corsent. Ineos est sorti en disant que Ten Hag, ils ont consulté Ten Hag à plusieurs reprises pour des sujets à court, moyen et long terme. Donc, Ten Hag est inclus globalement dans la recherche, dans tout ce qui est perspective. Le souci qui se pose, c'est que on parle d'un chèque. Et là, la question, c'est, avons-nous les moyens, en fait, en réalité, de licencier Ten Hag? Alors, peut-être que c'est sa chance, parce que normalement, je dis bien normalement, vu le jeu que l'on propose, vu les idées que l'on a, normalement, il devrait partir. Mais là, donc, Ineos arrive sur le point en disant que ça va dépendre du chèque qu'il faudra donner. Conclusion, on n'est pas en train de juger Ten Hag sur ses performances, parce que je pense que si on devait le juger uniquement sur ses performances, il allait partir. Maintenant, le petit hic, le petit sujet qui se pose, c'est comment
allons-nous, parce que on a un autre dossier qui brûle, c'est le cas de Dan Ashworth. Les gars, Dan Ashworth, il est mis au frigo par Newcastle depuis 3 semaines. Newcastle réclame 20 millions de compensation. Manchester United refuse pour l'instant. Alors là, pourquoi je dis que tout se chauffe? Parce que si, admettons, déjà que nous avons un budget entre 100 millions et 150 millions pour ce mercato, si nous devons déjà donner, si jamais Newcastle ne lâche pas l'affaire, à un moment donné, je pense que Manchester United va devoir céder, peut-être pas 20 millions, mais 10, 15 millions. Si déjà nous devons donner 10, 15 millions, voire 20 millions à Newcastle, dans notre budget, ça limite beaucoup le budget. Et si en plus de ça, nous devons aussi limoger Ten Hag et son équipe, ça passe à 20, 30 millions. Chose que nous n'avons pas. Alors, il se murmure que Ten Hag pourrait rester, guys. Non pas parce qu'il est le coach le plus séduisant, le plus unbelievable, le plus magnifique du monde, mais parce que nous n'avons pas les moyens de le licencier. Alors peut-être que c'est sa chance. Parce que si on se rappelle un peu le cas Ferguson devait sauter, les gars. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais Ferguson devait sauter. On a parlé de le licencier à plusieurs reprises. On lui a donné des ultimatums. Il s'en est sorti à plusieurs reprises. Et sa chance, c'est la Cup qu'il gagne contre le Barça en 91. C'est ce qui le maintient. C'est ce qui le maintient en vie. Et derrière, on connaît la suite. Donc peut-être que Ten Hag va avoir le même succès. En tout cas, moi les gars, même si je le critique, ma priorité, il faut savoir, moi c'est Manchester United, les gars. Ma priorité, c'est Manchester United. Conclusion, je préfère venir vous dire Ten Hag est unbelievable, incroyable, il est le meilleur. Je préfère venir faire ses éloges plutôt que venir le tailler. Franchement, parce que si je fais ces éloges, cela signifie que Manchester United est en bonne posture. Manchester United est en train de jouer un football léché, alléchant, spectaculaire. Alors sincèrement, moi j'aimerais énormément que Ten Hag réussisse. Maintenant donc, le message que j'aimerais lancer au Ten Hag out, préparez-vous. C'est pas encore confirmé, hein. Tout ça c'est une question de portefeuille, c'est une question d'argent. Préparez-vous, guys, psychologiquement à ce que peut-être Ten Hag reste une année supplémentaire. Parce que nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons malheureusement pas les moyens de... Et tout va dépendre aussi de ce que va nous demander Newcastle. C'est-à-dire que c'est mélangé. Parce que déjà, pour licencier Ten Hag, oui, en effet, il nous faut un Dan Ashworth parce que Murto, c'est un tocard. Et on verra comment ça va se passer. Mais déjà, il faudrait un Dan Ashworth pour qu'il puisse prendre une décision. Même si certains disent que de là où il est, bien qu'il soit au frigo, il est en train de réfléchir sur comment élaborer les plans de Manchester. Ça, c'est petite parenthèse. Mais, donc, tout va dépendre, je pense, du cas Ashworth. Si à la fin, on doit débourser 15, 20 millions pour acheter Ashworth, on n'aura pas les moyens de licencier Ten Hag. Tout va dépendre, en fait. Donc, si jamais Newcastle arrive à nous le céder, derrière, je pense que Ten Hag pourrait partir. Moi, comment moi je vois les choses, c'est que Ineos a déjà pris leur décision à la base. Ils ont décidé de se débarrasser de lui, mais le dossier Dan Ashworth vient compliquer les choses. Il n'y a pas de sous à Old Trafford, même si apparemment nous avons fait encore exposer les chiffres. Mais bon, ça c'est encore... mais bon. Ce qui nous amène à vous poser une question. Pendant les 4 périodes critiques, quel est votre 3 top moments? C'est-à-dire, la dernière fois, j'avais demandé quelle était votre pire saison. Si c'était la première saison de Moyes, la deuxième saison de Van Gaal, la troisième saison de Ole et Rangnick, et enfin celle-ci. Quel est votre 3 moments de jouissance pendant ces moments sombres? Il y en a forcément. Une année, une vie, c'est comme ça. C'est fait de haut et de bas. Alors, quel est votre 3 moments qui vous ont marqué, en tout cas positivement, malgré ces périodes sombres? Moi, je crois que je l'ai déjà. On en reparlera dans la prochaine vidéo. Merci, guys, encore une fois. Honnêtement, merci à vous tous. Ça fait plaisir. Merci, la chaîne grandit de plus en plus.
Merci guys. Je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine.